Guten Abend, meine Herren und Damen, willkommen bei unserem Programm Meta-TV. Ich bin Tepa. Wir sind mit Anis Alfeida. Hallo Anis. Hallo Tepa. An diesem Abend werden wir über den Deutschland sprechen. Là, tu vois, tout le monde est largué en 2 secondes. Ah, il se dit, ça y est, c'est en allemand en plus. T'as fait un bel effort. Ah, bel effort, tu vois ça. Ben, bonsoir à tous après cette longue période, effectivement, hein, voilà, où tout le monde se demandait mais qu'est-ce qui se passe. Et, bah oui, il y a eu une petite coupure et on est content de vous retrouver ce soir. Tous les métanautes, bien sûr, La Révolte, One Stay One, Psycho Quack, Cross, Apopunk, Freeze, Captain Cap, Zarian. Il y a qui encore? Il y a La Révolte, il y a Daoud Nas, il y a Raziel, il y a RNU, La Révolte, Ozzy, Papa Troll, Sage, voilà, nos modératrolls, Freeze. Il y a qui encore? Loki, évidemment, la régie au complet. Il y a Steph, il y a Mika, il y a tout le monde. Bonsoir à tous, bienvenue sur la libre antenne. Vous êtes bien, en tout cas on est en France, mais ce soir on va parler d'Allemagne. Je suis toujours fasciné par l'originalité dont font preuve les métanautes pour leur pseudonyme. Et tout. Ah oui, leur pseudonyme, oui, moi aussi. Bah, merci pour votre invitation. Eh ben oui. Bonsoir les métanautes. Voilà, donc il y en a qui ont compris, ils me disent Guten Abend, tu vois, ça commence au secours et tout. Les gens, quand ils entendent parler allemand, on dirait que ça leur donne de l'urticaire en France. Bah, et on va essayer de comprendre pourquoi. Bah, parce que... c'est une des raisons pour lesquelles... je te remercie de m'avoir invité sur cette... C'est une des raisons pour lesquelles je voulais aborder cette thématique. Hein. Bah, c'est le titre de l'émission. C'est le titre, l'Allemagne, le grand voisin méconnu. Et pourtant si proche. Et pourtant si proche. Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie, l'idée dans mon livre... Alors, on va en profiter. Allez, comme tu me dis, ambiance librairie. Voilà, le livre. Ça le fait toujours disponible. Toujours disponible. Toujours disponible. Donc dans mon livre, l'abécédaire Galet dans la boue, pourquoi j'ai consacré une petite partie à l'Allemagne, pourquoi j'ai saupoudré un peu aussi de références à la culture allemande dans mon livre. Pourquoi? En fait, moi, pour une raison d'abord familiale et personnelle, j'ai de la famille en Allemagne. D'accord. Mais j'ai des Allemands vraiment dans ma famille, quoi. Enfin, c'est par alliance, quoi, par un mariage. Moi aussi. Et bah voilà. Bah, tu vois. Et moi, mon premier voyage en Allemagne, ça remonte à... les accords de Schengen n'étaient même pas encore entrés en compte. Hein. Donc c'était en 1991. Donc c'était juste après la réunification, j'étais un tout petit enfant. Et j'ai constaté très vite le décalage entre l'image, moi, la perception que j'avais de l'Allemagne, c'est-à-dire un pays normal avec des gens, une autre langue, des paysages, des villes, et l'image qu'on donne de l'Allemagne dans les médias. Donc très vite, 92, 93, puis vers 1994, quand il y avait le 50e anniversaire du débarquement, là vraiment j'ai découvert tous les reportages sur l'Allemagne, la Seconde Guerre mondiale. Alors certes, oui, cette période est encore très présente dans les mémoires, parce que c'était il y a un demi-siècle encore. Mais systématiquement, lorsque l'on parle de l'Allemagne, on pense à quoi? Au Troisième Reich, à la Seconde Guerre mondiale. Bah ouais, c'est presque un réflexe de Pavlov, alors Pavlov russe d'ailleurs, mais c'est exactement ça. L'Allemagne égale nazi égale les méchants, entre guillemets. Ouais. La langue allemande jouit vraiment d'une réputation exécrable aux yeux des Français. Bah, tu as lu un des commentaires de notre ami métanaute qu'on salue, hein, tout de même, il ne s'agit pas de lui en vouloir. Comment résister à la propagande générale? La langue allemande, tout de suite, paraît aux yeux de beaucoup, pour bon nombre de nos contemporains, la langue allemande paraît agressive. Ouais. Parce que dès qu'on voit un Allemand au cinéma, c'est un soldat allemand qui mitraille des résistants innocents, des otages. Alors, il y a eu des massacres de l'Allemagne. Il ne s'agit pas de nier les méfaits de la politique étrangère de l'Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale, bien évidemment. Mais réduire des siècles d'histoire des peuples de langue allemande à 13 ans d'histoire, de 1933 à l'arrivée d'Hitler, de 1933 à 1945, c'est pas possible, c'est vraiment aller vite en besogne. Mais oui, cette période a traumatisé beaucoup de gens. Il faut rappeler que la Seconde Guerre mondiale a fait entre 50 et 60 millions de morts. C'est effroyable. Mais on ne peut pas réduire l'Allemagne uniquement à cela tout de même, c'est pas possible. Vous avez, je compte plus le nombre de reportages sur les chaînes Histoire, ou Arte, ou dans les médias, que ce soit en France, en Angleterre ou autre. Tout de suite, c'est ce qui intéresse, dès qu'on dit l'Allemagne, immédiatement, de façon subliminale quasiment, pavlovien pour reprendre le terme que tu emploies, c'est le Troisième Reich, la Seconde Guerre mondiale. Donc, voilà. Et je trouve que c'est dommage, parce que l'Allemagne a apporté tellement de choses à la culture, au patrimoine mondial, que je me suis dit, ce serait bien, on va essayer de
réparer autant que faire se peut avec nos moyens cette injustice. D'ailleurs, petite question, tiens, Ouais. en préambule. Est-ce que justement cette vision comme ça, négative de l'Allemagne, c'est propre à la France ou c'est général en Europe? Pour nous circonscrire, on va dire, à l'Europe. Ça dépend des pays d'Europe. Par exemple, l'Espagne, comme l'Espagne n'a pas été en guerre, à part, elle a participé vite fait, elle était alliée de l'Allemagne, enfin de neutralité bienveillante envers l'Allemagne, elle a envoyé la division Azul sur le front de l'Est combattre. En Espagne, il n'y a pas cette image-là C'est pas une imagerie aussi forte. aussi ouais, forte. ouais. Je sais pas, par exemple, quel autre pays je pourrais prendre en Europe La Suède, par exemple, ils ne sont pas fait envahir par l'Allemagne pendant la Seconde Guerre parce qu'ils mondiale. ils fournissaient du fer à l'Allemagne. Ils fournissaient du fer, tout à fait. Et c'est une raison, justement, ils doivent accepter un quota de réfugiés pour, entre guillemets, se racheter par rapport à leur politique durant la Seconde Guerre mondiale. Jusqu'à maintenant, vis-à-vis de l'ONU, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la Suède doit accueillir des réfugiés. Alors, il n'y a pas une migration massive comme peut-être en France, en Angleterre ou autre, mais la Suède, c'est une politique de la Suède, a une politique d'asile plutôt accueillante et généreuse pour se racheter d'avoir vendu du fer à l'Allemagne massivement, qui transitait par le port de Narvik en En Norvège. Norvège, ouais. Oui, On a envoyé une expédition d'ailleurs, nous. oui, justement pour couper la route du fer. On va Ouais, revenir à on ça. en reparle. Mais, donc, oui, globalement, dans le monde, l'Allemagne jouit d'une image pas très flatteuse. C'est pas le monde entier, mais c'est l'Europe. En Europe, mais ouais, voilà. Ouais. beaucoup la France, quand même. Beaucoup la France, oui, j'ai l'impression que nous, on est un peu plus. Je vais te citer une phrase qu'a eue une fois Emmanuel Todd dans une émission que j'ai trouvée, mais alors, splendide. Quand j'ai regardé l'émission, j'ai éclaté de rire quoi, devant mon écran. C'était en 2011, je crois, 2012. À l'époque, on parlait beaucoup des agences de notation, la France va perdre son triple A. Je sais pas si vous vous souvenez de tout ça. Bien sûr. Et il avait écrit un livre avec Hervé Lebras, un démographe français. Et il parlait de la France, il disait, j'ouvre les guillemets, je vais te dire de mémoire, il dit « La France vit dans un problème identitaire entre deux peuples, AA, Allemagne, Arabe. Les Arabes, vis-à-vis des Arabes, la France se sent supérieure, elle a un complexe de supériorité, c'est une ancienne puissance coloniale, au Maghreb notamment, au Machrek aussi, mais plus vis-à-vis du Maghreb. En gros, c'est algérien-allemand, le problème qu'a la France. Et vis-à-vis des Allemands, elle a un complexe un peu d'infériorité. En gros, 1870, 1940, c'est une des plus grosses défaites que la France a subies militairement. C'est quelque chose dont la France, même dans l'amour-propre français, peut-être pas un traumatisme, mais dans l'amour-propre français, c'est quelque chose qu'on a du mal à digérer. Parce qu'en gros, bon, l'Angleterre a été maîtresse des mers, la France était la plus grande puissance en Europe continentale. La Russie était trop éloignée pour représenter un danger immédiat, mais tant que l'Allemagne était divisée et pas unie, la France avait la prépondérance militaire en Europe, sur le plan de l'armée de terre. Oui. Donc en gros, le deal, si je puis dire pour résumer, c'était aux Anglais les mers, aux Français l'Europe continentale. Elle domine l'Europe. Donc voilà. Et la France, comment dire, elle a eu du mal à accepter que l'Allemagne comme ça pu, entre guillemets, l'endiguer et la remettre un peu, on va dire, à sa place. Mais pour vraiment parler de l'Allemagne, on va recommencer Depuis le début. Alors, on va remonter super loin. Alors voilà, remontons depuis le début. Qui parle des Germains en premier, donc j'ai quelques notes là, c'est l'Empire romain. C'est sous les Romains qu'on commence. Jules César, dans son livre La guerre des Gaules, parle des Germains, parce que très vite, les Romains, lorsqu'ils commencent à pénétrer en Gaule, ils vont très vite se servir des Germains comme d'auxiliaires, comme de mercenaires dans l'armée. Ce sont des mercenaires, voilà. Pas tous, mais ce sont des Ils mercenaires. emploient les Germains en mercenaires, oui. Alors, en l'an 102 avant Jésus-Christ, il y a la bataille d'Aquae Sextiae, c'est-à-dire Aix-en-Provence, en l'an 102 avant Jésus-Christ, qui est une victoire romaine de Marius qui bat les Germains et leur chef Teutobodes. C'est le nom qui est passé à la prospérité, à Aix-en-Provence. Parce que les Germains, à un moment, étaient descendus vers le sud et ça constitue une menace pour la République romaine. Et le général Marius, qui est un grand général romain, leur inflige une défaite cuisante et fait en sorte qu'ils refluent vers le nord. Ensuite, donc, Jules César, dans la guerre des Gaules, à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, il parle donc des Germains, lors de la conquête gauloise. Il faut oublier que les Germains ont apporté un appui aux Romains contre Vercingétorix. Lors du siège d'Alésia, les Germains étaient des mercenaires, et avaient aidé les Romains contre Vercingétorix. Mais celui qui commence en premier à nous fournir des informations un peu plus précises sur les Germains, c'est l'auteur romain Tacite, qui est né en 58 et qui est mort en 120 après Jésus-Christ. Là, Rome est d'un empire. Et les Romains, très vite, commencent à se dire, bon, ces peuplades qui vivent vers le Rhin et au-delà du Rhin sont un peu trop remuantes et il va falloir un peu les mettre au pas.
Vous avez le film Gladiator hein, qui en parle, hein, même s'il y a beaucoup d'inexactitudes dans le film, c'est Hollywood, hein, mais le film Gladiator est un très grand film. Je ne sais pas si toi tu l'as vu. Bien sûr. Au tout début, ça commence Je me sur souviens. la victoire, une victoire romaine contre les Germains. Contre les Germains, tout à fait. Mais en l'an 9, parce que là, bon, j'ai fait exprès, j'ai sauté, j'ai oublié de vous le dire juste avant, en l'an 9 de l'ère chrétienne, la Rhénanie est conquise vers Cologne, pour ceux qui ne voient pas où c'est. Cologne est conquise par les Romains, mais toute la Germanie, ce qu'on appelait les Romains appelaient la Germanie, n'est pas sous domination romaine. Et le chef germain Arminius, c'était pas son vrai nom, parce que les Romains latinisaient les noms des adversaires pour le qu'ils... fameux Arminius. Donc Arminius, lui, va battre en l'an 9 les Romains en Basse-Saxe. Donc, Alors, petit flashback comme oui. sur Arminius, il a été élevé parce que c'était le fils d'un chef germain. Il Oui. a été emmené à Rome, élevé ça, à Rome. Exactement. Il revient voilà, chez les C'est Allemands, enfin chez les Germains, et puis il fait semblant d'être en fait, oui, je suis pote, on se tape dans le dos avec les Romains, mais en fait, au fond de lui, il est complètement germain. Absolument. Et il n'aime pas les Romains, il les déteste. Absolument, il a gardé c'est ce que je disais, les Romains, pour eux, les Germains, c'est un peuple qu'il faut mater, c'est un peuple trop remuant, qui n'accepte pas la domination romaine, la Pax Romana. Là, Même la Rhénanie est conquise, mais il y a ce coup d'arrêt en l'an 9 qu'Arminius va infliger donc, à la bataille de Teutobourg, dans la forêt de Teutobourg. de la forêt de Teutobourg, donc en Basse-Saxe. Et c'est ainsi que vraiment les Germains entrent dans l'histoire par le biais des Romains, parce que c'est la première défaite de compte. l'Empire romain, non, Non, mais en tout cas une des plus grandes, c'est ça, non? Il y a Hannibal qui a des défaites terribles aux Romains, mais c'est une défaite qui a marqué Traumatise quand même. les Romains. Traumatisme, mais qui les a marqués quand même. Ils se sont dit, bon, on ne pourra pas aller au-delà de la Rhénanie. Ils ont renoncé après Oui, voilà, ils ont à renoncé, conquérir. ils ont dit, on reste en Rhénanie, on consolide nos positions consolide en nos Rhénanie. positions, on n'ira pas plus haut. Les villes comme Köln, Trèves, toute cette région-là, Mayence, il y a des traces de la présence romaine. Mais au-delà, ce ne sera jamais aux mains des Romains. Jamais. Donc la Pax Romana s'installe en Europe. Les Romains, eux, conquièrent l'Angleterre. Souvent, on oublie que l'Angleterre, c'est une île. On dit souvent qu'elle n'a jamais été Jusqu'à conquise. l'Écosse. Ouais, C'est un peu le fameux mur mur d'Adrien. voilà. Les Écossais aussi, c'est pareil, les Pictes, oh là là. Ouais, voilà, c'est ça. Un peu trop énervés, ceux-là. Et donc, les Germains, de plus en plus, sont des mercenaires romains, jusqu'à être un peu trop nombreux dans l'armée romaine. Et on va arriver au 5e siècle, avec les fameuses, ce qu'on appelle les invasions germaniques, avec les Huns, qui est un peuple nomade donc d'Asie centrale, qui va pousser, avec le fameux Attila, le fléau de Dieu. Hein. Le fléau de Dieu. Là où Attila passe, l'herbe ne repousse pas, donc il pousse les Germains. Bon, Attila et les Huns seront arrêtés vers Troie à la bataille des champs cataloniques, mais les Germains, parce que l'Empire romain avait construit ce qu'on appelle le LIME, L-I-M-E-S, qui était une sorte de muraille de protection, de mur de protection contre les Germains, mais comme la ligne Maginot, elle ne fera pas long feu. Et très vite, après, l'Empire romain va se retrouver submergé par ces peuples germains qui eux-mêmes étaient poussés par les Huns. Et jusqu'à, on arrive à 476, la prise de Rome et la déposition du dernier empereur romain, Romulus Augustule. L'Empire romain s'effondre. Il faut remonter quelques temps avant, Théodose avait partagé son empire en deux, l'Empire romain d'Orient, l'Empire romain d'Occident. L'Empire romain d'Orient, lui, va subsister par ce qu'on appelait par la suite l'Empire byzantin, mais l'Empire romain d'Occident, donc l'Empire romain d'Orient, ça devient l'Empire byzantin, mais l'Empire romain d'Occident s'effondre. Et premier signe déjà de l'image qu'on a de l'Allemagne, les invasions, les conquêtes, ça existe chez tous les peuples. Tous les peuples, à un moment, se sont montrés géniaux, ont brillé dans leur culture, mais aussi par l'art militaire. Mais parfois, on peut se montrer très brutaux. Parmi les peuples germains, il y a les Alamans, les Burgondes, les Ostrogoths, les Visigoths, et un peuple qui va laisser une trace jusqu'à maintenant qui est synonyme de saccage. C'est les Vandales. On parle jusqu'à aujourd'hui, on dit acte de vandalisme. Oui, tout à fait. C'est fou quand même, c'est resté jusqu'à aujourd'hui. Alors que moi, je serais plus tenté de dire acte de yankisme, pour parler des Yankees américains. Par exemple, je sais pas, ou de l'anglicisme, parce que les Anglais aussi se sont répandus sur toutes les mers du globe. Ce qu'ils ont fait aux aborigènes, aux Amérindiens, enfin voilà, on va pas faire la liste. Mais c'est fou tout de même, c'est vandalisme. C'est ça qui est passé à la postérité, synonyme de peuple brutal, d'une sauvagerie inouïe, qui détruit tout sur son passage. Alaric, c'est ça le roi des Vandales? Le roi germain, oui. Non, pas des Vandales, mais c'était un roi germain. Mais donc voilà, l'Empire romain s'effondre. Et parmi ces peuples germains d'au-delà du Rhin, va venir un peuple qui va donner son nom à notre pays,
Les Francs. Les Francs. Parce que les Francs sont un peuple germain. Mhm. Et ils vont donner le nom. Donc, la Gaule, il y a eu un mariage, on va dire, une symbiose entre la souche celte, puis celtique, gallo-romaine et germanique, Et germanique. en partie, donc les Francs. Et c'est comme ça que va naître la France, avec notamment le baptême de Clovis, après sa victoire en 1496 à la bataille de Tolbiac. Et c'est là qu'il va se convertir ensuite au christianisme, parce il s'était dit, si Dieu, le Dieu des chrétiens, entre guillemets, me donne la victoire contre les Alamans, parce qu'il y avait une rivalité très vite entre les Germains nouvellement installés dans l'Empire romain, si Dieu me donne la victoire, j'adopterai, je me convertirai Au christianisme. au christianisme. Donc, Il épouse sa femme Clotilde qui était chrétienne. chrétienne déjà, oui, et la France actuelle naît ainsi, donc avec le baptême de Clovis. Donc on a parlé des Germains sous l'Empire romain qui deviennent des mercenaires, mais là les Germains vraiment après déferlent sur l'Europe et une partie des Germains va donner son nom à notre pays, à la France. Et c'est avec Clovis que naît la France. Vraiment la France naît avec le baptême de Clovis. Et la France devient chrétienne, surtout parce que c'est important ça. Jusqu'à aujourd'hui, voilà, c'est l'acte fondateur de la royauté française, donc avec Clovis. Donc ensuite, après les Mérovingiens, après au siècle suivant, décline avec ce qu'on appelle les rois fainéants, et c'est les maires de palais. Là, par contre, ce sera une autre famille qui va prendre le pouvoir et supplanter les Mérovingiens. Et parmi ces maires de palais, un fameux Charles Martel, qui va stopper, donc qui va infliger une défaite et un coup d'arrêt à l'expansion aux musulmans à la bataille de Poitiers. Parce que souvent, on dit Charles Martel arrête les Arabes à Poitiers. Les officiers, la dynastie omeyyade étaient arabes, mais l'essentiel de la troupe, c'était et arabes et berbères mélangés. C'était pas que des arabes. Mais donc, il inflige une défaite. Et ensuite, Pépin le Bref dépose le dernier roi mérovingien. Et son fils Charlemagne fonde donc la dynastie carolingienne. Charlemagne, Carlus Magnus en latin, Charles le Grand en allemand, Karl der Grosse. Parce que là, ça fait polémique jusqu'à aujourd'hui, parce que pour les Français veulent garder Charlemagne que pour eux. Alors, ça aussi, c'est en plus un épisode qu'on avait évoqué avec Alain Benajam ici, justement, à propos de Charlemagne, et qui était justement un de ces personnages, je veux dire, assez mystique, puisqu'il est à la fois un héros pour les Français et pour les Allemands, pour les deux peuples. On peut dire que Charlemagne est français ou allemand n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est exactement ce qu'il avait dit dans l'émission. Charlemagne est un franc. Voilà. Mais c'est exactement ce qu'il avait dit dans l'émission, que ça n'avait pas de sens. Exactement. En allemand, Karl der Grosse. Karl der Grosse. Par contre, Charlemagne, sur le plan de la politique extérieure, donc après il est couronné par le pape empereur en l'an 800, il est couronné à Rome, il va constituer la marche d'Espagne, c'est là que son neveu Roland à Roncevaux mourra dans une embuscade par les Basques. Par les Basques. Alors, pas par les musulmans. Ah oui, ça aussi, on en avait parlé, on le répète, parce que c'est vrai que c'est très important, ce ne sont pas les musulmans qui s'en prennent à Roland de Roncevaux dans la fameuse chanson de Roland. La chanson de Roland, c'est plus tard, elle aura été composée au 11e, 12e siècle, voilà. Je ne me souviens plus de la date exacte, vérifiez, mais parce que c'est dans le contexte des croisades. Donc face aux Sarrasins, donc non, moi j'ai dit c'est les Basques qui l'ont tué. Alors là chez nous les Basques avec cette histoire. Avec cette histoire, oui, c'est pas les musulmans. Donc c'est pas les musulmans. Donc oui, Charlemagne, la marche d'Espagne est sur le plan de la politique extérieure, et à l'Est, il faut continuer la christianisation. Et il va être prise dans une lutte terrible avec les Saxons et leur chef Widukind. Ça a été vraiment la guerre la plus longue et la plus harassante pour Charlemagne. Parce que Charlemagne, il fait des massacres et tout. Il n'y a pas les mains mortes. Parce que Widukind en face montrait une résistance aussi tenace. Hein. Est-ce une légende aussi, l'histoire du fameux arbre sacré, que Charlemagne, on l'informe qu'en fait, ces Saxons vénèrent un arbre sacré dans leur légende. C'était des païens. C'était des païens, voilà, ils vénéraient un arbre sacré. Et il dit, ah bon, ils vénèrent cet arbre, vous allez me le brûler. Et ils vont là-bas, ils brûlent l'arbre. Alors bon, ce que dit la légende. C'est pas impossible, ça je ne connais pas près de tout en détail, mais quoi qu'il en soit, le fait est que la politique extérieure de Charlemagne donc, est dominée, consolider la marche d'Espagne au sud, mais surtout, les Lombards aussi dans le nord de l'Italie, mais surtout, poursuivre la politique de christianisation, et c'est ce qui va motiver pour consolider aussi son emprise territoriale au-delà du Rhin, c'est ce qui va pousser Charlemagne, pour des raisons stratégiques, à installer sa capitale, où ça ? Aix-la-Chapelle. Aachen en allemand. Aachen en allemand, voilà. Aix-la-Chapelle. Aachen en allemand. Oui. Donc, Aix-la-Chapelle aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est côté allemand. Attends, on va te le remettre. Celui-là, effectivement. Voilà. Ce sont les aléas directs. Voilà. Excusez-nous. Il devrait plus trop bouger. Voilà. Donc, je ne sais pas si on m'entend, c'est bon. Oui. Donc,
Aachen, aujourd'hui, est en Allemagne. En Mais Allemagne, ouais. vous avez le tombeau de Charlemagne jusqu'à maintenant qui est toujours là-bas. Et c'est ce qui va motiver Charlemagne donc, à installer pour des raisons stratégiques, pour que ce soit un peu central dans son empire, parce qu'il ne fallait pas que ce soit trop excentré, parce qu'il faut vraiment que ce soit au centre de son empire. Donc l'empire de Charlemagne s'étend sur la France, à cheval sur la France et l'Allemagne l'Allemagne. actuelle. Et c'est à la mort de Charlemagne en 814, son fils Louis le Pieux lui succède. Voilà. Et par contre, le Pieux a 3 fils, Et, il et partage c'est à entre ses partir 3 de fils. là Et il y que a un va problème. naître vraiment les deux entités politiques distinctes qui vont devenir après par la suite la France et l'Allemagne. Ouais. Puisque Louis le Pieux donc ensuite donc a 3 fils et très vite va se poser des problèmes de succession, donc il va partager son empire en 3. Et puis la fameuse partie, alors ça c'est en plus c'est ce qui est évoqué par souvent François Asselineau dans ses conférences, la partie de Lothaire qui est entre les deux fils, Ouais. et que les deux frères veulent se C'est ce que se je voulais partager. évoquer. Ouais. Donc le 14 février 842 va avoir lieu ce qu'on appelait les sermons de Strasbourg. C'est le plus vieux texte en langue franque. L'ancêtre du français, c'est le plus vieux texte en langue, si on pourrait dire française, en langue franque, qui est parvenu jusqu'à nos jours. Donc, il y a Lothaire au centre, Charles le Chauve à l'ouest, donc dans la France actuelle, et Louis le Germanique à l'est. Ce qu'on appelle la Francie occidentale. La Francie occidentale, la Francie orientale. Donc, les sermons de Strasbourg, c'est quoi? C'est l'alliance entre Charles le Chauve et Louis le Germanique contre leur frère Lothaire, qui va donner la Lotharingie et la Lorraine Et par la Lorraine. extension. Voilà. Mais la guerre n'aura pas lieu, même s'il y avait des tensions très fortes, mais ça va aboutir au traité de Verdun de 843. Déjà, Verdun, à l'époque, est symbole de coupure entre Français et Allemands, parce que ce sera le haut lieu de la Grande Guerre, donc au cours de l'année Il n'y a 1916. pas de hasard finalement. Tu vois, quand On se dit, quand mais on en vient là, on c'est dit fou qu'il n'y a quand pas de même, hasard. hein. C'est une espèce de cohérence de l'histoire. Ouais. Je ne vais pas dire que c'est... mais c'est Il y a une l'ironie, logique, en tout les cas, aléas, il y a une- enfin les aléas de l'histoire, en tout cas. Donc, éclatement de l'Empire de Charlemagne. Donc finalement, donc j'ai dit les serments de Strasbourg, puis le traité de Verdun. Donc Charles le Chauve dans la Francie occidentale, Lothaire dans la Lotharingie et Louis le Germanique dans la Francie orientale. Donc après qui vont devenir d'un côté la France et de l'autre l'Allemagne. Mais ensuite, après Louis le Germanique, très vite la branche carolingienne dans cette partie de l'ancien empire de Charlemagne s'éteint. Et on va voir la création du, je vais le dire en allemand, je vais traduire, Heilige Römische Reich Deutsche Nation, Saint-Empire romain germanique, avec la dynastie ottonienne. Les Ottoniens, avec Otton le Grand, donc le Saint-Empire sera vraiment créé officiellement en l'an 962. Et là, va créer vraiment cette entité politique distincte qui n'aura plus de lien avec Charlemagne et ses descendants. Et quelle était la vocation du Saint-Empire? C'était vraiment de dominer la chrétienté. Ça, par contre, c'est incontestable. Avec à sa tête un empereur. Et, Une volonté un peu de recréer l'Empire romain aussi, non? et parce que ça a toujours été l'obsession. Pourquoi Charlemagne est allé à Rome, ce sacré empereur? Parce qu'il se voyait descendant des Romains. Mais je dis en allemand, Saint-Empire romain germanique, Heilige, Römische, Heilige, sacré, Römische, romain, Reich, empire, Deutsche, donc Saint-Empire romain germanique, qui se voyait à la fin continuer l'œuvre des Germains et des Romains. Faire un peu ce syncrétisme entre les Germains et les Romains. Parce que l'Empire romain, le souvenir de l'Empire romain avait perduré jusqu'à ce moment-là. Et c'est dire aussi si l'Empire romain, son souvenir ne perdure pas jusqu'à aujourd'hui. Donc très vite, la France, elle, se voit fiainée de l'Église. Mais par contre, les Carolingiens, eux, à cette période-là, au Xe siècle, la France est très morcelée, très divisée. Le Saint-Empire germanique, lui, est vraiment la puissance montante. Mais pourquoi là je vais sauter très vite parce que je ne vais pas faire année par année toute l'histoire des Germains, ce serait beaucoup trop long. Et puis je ne suis pas germanologue, comme il y a des islamologues non plus. Mais oui, souvent on dit, la France très vite est vue comme la fiainée de l'Église. Et souvent les Germains sont vus, oui, ils ne sont pas très complètement chrétiens, ils sont encore un peu païens. C'est toujours l'image avec des cheveux longs et des barbes longues, qui boivent de la bière et avec des haches et tout, qui défoncent tout. La peinture bleue sur la Mais pourquoi je vais essayer de tordre le cou à cette idée. Au XIe siècle va avoir lieu ce qu'on appelle la querelle des investitures. Parce que très vite, pour la papauté, il fallait asseoir son pouvoir. Il y a le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. C'est ce qui caractérise un peu la religion chrétienne. Hein. Parce que pour les chrétiens, c'est rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. César, qui en allemand donne Kaiser. Kaiser, c'est-à-dire l'empereur. Donc il fallait pour le pape asseoir son autorité sur les clergés dans les différents pays d'Europe. Mais pour les souverains locaux, il fallait que les souverains locaux, les rois, aient aussi un droit de regard sur le clergé, il fallait qu'il lui obéisse aussi. C'est la doctrine
des rois de France, c'est ce qu'on appelait le gallicanisme. C'est-à-dire que pour les rois de France, il fallait fallait pas que non plus que le pape ait une emprise totale sur le clergé. Donc il fallait que le roi de France ait aussi son mot à dire et rende des comptes, que le clergé français rende des comptes au roi de France aussi. Eh bien, il y aura cette querelle entre le pape Grégoire VII et l'empereur Henri IV du Saint-Empire à propos de cette investiture des évêques. Ce conflit, le paroxysme, ça va durer jusqu'en 1077. Henri IV du Saint-Empire, pas Henri IV roi de France, hein, Henri IV du Saint-Empire va faire pénitence et va aller à Canossa, une ville dans le nord de l'Italie, en l'an 1077. Il va aller en habit de pénitent, c'est-à-dire en habit vraiment très modeste, et il va demander pardon au pape et se mettre à genoux devant lui. Et c'est rentré dans le langage courant. Jusqu'à aujourd'hui, quand on dit de quelqu'un qu'il a fait une grande erreur et qu'il s'est confondu en excuses et qu'il a demandé pardon, on dit qu'il a fait son canossa. Donc l'empereur Henri IV va à Canossa demander pardon et s'agenouiller, vraiment se mettre plus bactère vis-à-vis du pape, donc du pape Grégoire VII. Grégoire VII qui est à l'origine de ce qu'on appelait la réforme grégorienne. C'est lui qui a préparé, il voulait que l'énergie des nobles et des souverains chrétiens soit détournée vers les musulmans. C'est après le successeur de Grégoire VII, c'est le pape Urbain II. C'est lui qui va appeler la croisade après en 1095. Donc Henri IV va à Canossa, fait son canossa, vraiment il se met à genoux, il fait preuve d'humilité envers le pape. Et jusqu'à aujourd'hui, on parle de faire son canossa. Si on veut faire comparaison n'est pas raison, mais récemment on a eu Zlatan Ibrahimovic qui a insulté la France, il a demandé pardon, on pourrait dire que Zlatan Ibrahimovic a fait son canossa. Je plaisante, c'est une petite boutade, mais je ne sais pas quel exemple je pourrais, plus prestigieux on va dire, hein, et pas rester au niveau du PSG, mais je sais pas, un exemple que je pourrais donner, enfin bref, dans le langage courant, quand on dit de quelqu'un, en politique hein, surtout, quand on dit de quelqu'un qui s'est mis à genoux, qui reconnaît ses fautes, qui se confond en excuses, on dit de cette personne qu'elle a fait son canossa. Alors que dans le même temps, la France qui se dit fille aînée de l'Église, c'est pas pour critiquer la France ou pas, c'est des faits concrets ça. Que fait par exemple Philippe le Bel, lui? Il fait assassiner le peuple. Non, il envoie Guillaume de Nogaret, bon, c'est plus tard, c'est au XIVe siècle, mais lui envoie gifler le pape. Hein. Et pour maintenir la domination sur la papauté, il fait installer le pape en Avignon. En Avignon. Voilà. C'est du jamais vu. Pour la fille née de l'Église, c'est quand même... c'est osé. Bah, c'est une fille autoritaire. Hein, c'est une fille qui gifle son père, quoi, limite. Enfin, sans aller jusque-là. Mais, donc voilà, c'était juste pour comparer. Vis-à-vis de la papauté, souvent le Saint-Empire romain germanique s'est montré plus respectueuse de l'autorité temporelle du pape que ne l'a pu l'être parfois le royaume de France. Mais c'était pour des raisons de politique et de stratégie, on va dire, et de prestige. C'est pas pour dire que c'est bien ou c'est pas bien, mais c'est juste pour, comme ça, porter ces faits à la connaissance, on va dire, des métanotes qui nous regardent, mais les Allemands ne sont pas ces païens mal christianisés qu'on nous présente dans l'historiographie par la suite. Voilà, puisque je vous ai donné une preuve édifiante avec Henri IV qui fait son canossa envers le pape, Grégoire VII, alors que Philippe le Bel envoie Guillaume de Nogaret souffleter le pape, et il fait installer le pape en Avignon. C'est pour ça qu'Avignon est appelée la cité des papes. Cité des papes, ouais. Palais des papes. Donc là, par contre, on va revenir de nouveau flashback au XIIIe siècle, au XIIe avec la croisade. Donc il y a eu les croisades, quand les chrétiens prennent Jérusalem en 1099, le réveil musulman met du temps à se faire sentir. Saladin en 1187 reprend Jérusalem, c'est un bouleversement unique dans la chrétienté. En 1189 a eu lieu la troisième croisade, avec le roi d'Angleterre, le roi de France et l'empereur du Saint-Empire. Donc le roi d'Angleterre, Richard Cœur de Lion, qui est vassal du roi de France, Philippe Auguste. C'est pour ça qu'ils sont en rivalité. Déjà, la rivalité entre les Capétiens et les Plantagenets. Et l'empereur du Saint-Empire, Frédéric Barberousse, participe à la croisade. Par contre, Frédéric Barberousse va mourir de façon assez on va dire, tragique, puisqu'il meurt noyé dans un fleuve en Anatolie en l'an 1190. Mais c'est pour montrer que le Saint-Empire germanique, lui aussi, est impliqué dans la défense de la chrétienté. Il n'y a pas que la France fille de l'Église, mais le Saint-Empire tient à montrer qu'il a toute sa place dans le concert de la chrétienté, à plus forte raison que là, il s'agissait de reprendre Jérusalem, la ville où Jésus est mort, donc pour les chrétiens, aux mains des musulmans. Donc c'est pour montrer que les Allemands ne sont pas ces païens mal christianisés qu'on nous a montrés jusqu'à présent. Donc très vite, cette rivalité des Capétiens et des Plantagenets, Richard Cœur de Lion, lui, rentre après sans avoir pu reprendre Jérusalem. Il meurt lors du siège de Château-Gaillard, parce qu'il était en guerre contre Philippe Auguste. Richard Cœur de Lion, ça fait aussi un peu comme Charlemagne.
grand personnage pour les Français, grand personnage pour les Anglais, alors que finalement il était francophone. Oui, oui, il était francophone. parce que vassal du roi de France. Il est vassal en Normandie, mais roi en Angleterre. Il est né à Rouen et puis il a fait que 2 mois apparemment de sa vie en Angleterre seulement. Il détestait l'Angleterre. Donc, et pourtant c'est un héros pour les Anglais. Et, voilà, Richard the Lionheart pour les Anglais, Richard Cœur de Lion, et même les Arabes, souvenez de lui pendant les croisades, Richard Qalb al-Assad, Richard Cœur de Lion. Assad, Bachar el-Assad, juste pour pour l'info, Assad ça veut dire lion en arabe. D'accord. Juste pour, pour que les gens sachent. Quoi. On apprend des choses. Voilà. Donc ensuite, Jean Santerre, le frère de Richard Cœur de Lion, c'est vraiment le mépris. Jean Santerre. Jean Santerre. Jean l'SDF, quoi, limite. Ouais. Non, mais voilà. Je le connais. Donc, va essayer de prendre le trône, s'emparer du trône de son frère. Et là, parce que souvent on raille un peu la capacité militaire de la France, notamment, il ne faut pas résumer l'histoire militaire française à 1940 ou à Waterloo uniquement. Waterloo, on va bientôt fêter le bicentenaire, puisque c'est le 18 juin 1815. Et on est déjà en mars, et dans quelques temps on va fêter cet anniversaire. Enfin nous on aura les boules un peu, c'est les Anglais qui vont rigoler. C'est vraiment une défaite, c'est un peu une défaite glorieuse, parce que la France elle va faire une coalition en face. Donc voilà, donc oui, pourquoi je dis ça? Parce que la France a depuis très longtemps été une grande puissance militaire, puisque on va arriver à l'alliance entre Jean Santerre et Othon IV du Saint-Empire contre Philippe Auguste. Là, c'est un danger mortel pour la France, parce que... Elle risque d'être crunchée entre les deux. Parce que lorsque Capet prend le pouvoir en 987, le domaine royal du Capet, il est ridicule. Ça s'étend de Paris à Orléans, c'est l'Île-de-France. Oui, c'est l'Île-de-France. Quand on voit ce que l'Île-de-France est devenue aujourd'hui sur le plan architectural et sur le plan du paysage, ça fait un peu mal au cœur quand même. Puisque la basilique de Saint-Denis, c'est là que sont enterrés les rois de France, et comme j'ai dit autrefois, il y en a qui vendent du crack juste à côté. Devant, c'est ça qui est un peu triste et qui fait mal au cœur. Donc, les Capétiens, petit à petit, étendent leur domination et font reconnaître leur suzeraineté aux vassaux des grands seigneurs, mettent au pas la féodalité, parce que l'histoire de la monarchie française, ce n'est que ça. C'est mettre au pas les grands féodaux. Les mettre au pas, leur faire la guerre, les tuer, même s'il le faut, pour faire reconnaître son autorité. Donc vraiment, la France, c'est un pouvoir central fort, contrairement à l'Allemagne, qui a un pouvoir plus fédéral. C'est un peu de différence aussi de nature politique entre ces deux royaumes. Et ça dure depuis longtemps. Donc voilà, on les racine jusqu'à aujourd'hui. C'est bien de le préciser. Ouais. Donc on va arriver à un grand épisode militaire français dont on a fêté en 1214. On a fêté l'anniversaire, c'était le dimanche 27 juillet 1214. On était l'an dernier en 2014. On a fêté le 800e anniversaire récemment. La bataille de Bouvines, qui est une victoire éclatante. Les Français ont battu les Anglais et les Allemands alliés. Alors souvent, on a l'impression que les Allemands et les Anglais ont tout le temps foutu des raclés à la France, alors que là, non, c'est Philippe Auguste qui bat l'alliance anglo-allemande. Et c'était un danger mortel. Alors moi, il s'en est fallu... si Philippe Auguste perdait cette bataille, toute l'œuvre politique de ses ancêtres et son œuvre politique à lui était réduite à néant. Je pense que même la France serait balayée dans cette... Sans doute, oui. On ne peut pas spéculer, mais quelque part, c'est un peu ça. C'est la survie même de la France. Il y a très peu de doutes. Et à cette période-là, donc ce Moyen-Âge un peu est caractérisé avec la naissance à partir du 11e, 12e, 13e siècle, ce qu'on appelle l'amour courtois, les chansons de geste, les troubadours. Vous avez aussi ça chez les Allemands. Je m'embrouillais chez les Allemands avec ce qu'on appelle le Minnesang. Minnesang, c'est l'équivalent de la chanson de geste, et avec ceux qui chantent ça, les troubadours, en allemand on appelle ça les Minnesänger, avec la chanson des Nibelungen. Das Nibelungenlied. Moi, j'avais découvert ça de façon un peu... Bon, c'est un souvenir personnel, mais je pense que peut-être d'autres métanotes qui nous regardent l'ont aussi découvert par ce biais. Quand j'étais petit, je t'ai dit l'autre fois, j'ai grandi avec la télé, j'ai grandi avec le Club Dorothée aussi. Et je ne sais pas si certains connaissent le manga Les Chevaliers du Zodiaque. Ah bah, si. Il y a un épisode des Chevaliers du Zodiaque qui se passe au royaume d'Asgard, qui est un royaume germanique, de la mythologie germanique. Ouais. Et dedans est évoquée dans ces épisodes-là la chanson des Nibelungen, avec Siegfried qui part à la recherche de l'or du Rhin, l'or des Nibelungen. Il va terrasser, bon je ne vais pas raconter toute l'histoire parce qu'elle est très très longue, mais c'est l'une des plus vieilles chansons de geste en langue en haut allemand, en proto-germanique si on pourrait dire, une des plus vieilles traces écrites. C'est un poème épique en fait, la chanson des Nibelungen. Il y a des similitudes avec la mythologie grecque. C'est pour montrer que les mythes circulent de peuple à peuple. Siegfried va être trahi par Hagen. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va combattre le dragon, Siegfried va terrasser le dragon, et le sang du dragon va recouvrir tout son corps. Et c'est ce qui va le rendre immortel. Croit-il?
Parce que lorsque le sang du dragon recouvre le corps de Siegfried après son combat victorieux, tout son corps est recouvert, mais d'un arbre à proximité était tombée une feuille qui va se coller sur le dos de Siegfried entre ces deux omoplates au niveau du cœur. Ce qui fait que tout le corps de Siegfried va être recouvert du sang de la bête qui va le rendre immortel, sauf dans cette petite partie du corps, donc au niveau du cœur dans son dos. Et donc Siegfried, j'encourage les gens, il y a un documentaire d'Arte qui a été fait sur le chant des Nibelungen, et donc Hagen, qui va trahir Siegfried, va le tuer en lui envoyant une lance à cet endroit précis où le sang du dragon ne l'a pas atteint. Et c'est comme ça que Siegfried va mourir. Bon, je vous ai résumé les grandes lignes de l'histoire, mais on peut faire un parallèle avec Achille dans la mythologie grecque. Oui. Lorsque la mère d'Achille trempe Achille dans la rivière, dans l'eau, par les talons, pour le rendre invincible, mais sauf qu'il y a un endroit où Achille est vulnérable, c'est son talon. C'est son talon. Et jusqu'à aujourd'hui, pour parler du point faible de quelqu'un, Le talon d'Achille, bien le sûr. talon d'Achille, Le on talon dit. d'Achille, bien sûr. C'est le mot talon d'Achille qui est passé à la postérité. On ne dit pas de quelqu'un, c'est son omoplate de Siegfried. hein. J'ai l'omoplate de Siegfried. C'est le... Bon, là, ce serait plus dur à faire entrer dans le langage courant chez les gens. Non, Ouais. le talon d'Achille, c'est très bien aussi. Mais tout ça pour vous dire que les chansons de geste, les poèmes épiques existent aussi chez les Allemands. C'est la culture allemande, c'est ça. C'est pas que le Troisième Reich, s'il vous plaît. Je pourrais aussi te raconter une autre histoire. Je ne sais pas si certains connaissent l'histoire du joueur de flûte de Hameln. C'est un conte allemand de cette période-là aussi. Donc le genre de flûte de Hamelin, Hameln en allemand. Alors, dans cette période-là, donc c'est un conte, hein, dans la ville d'Hamelin, Hameln en allemand, la ville d'Hamelin est ravagée par les rats. Les rats ravagent la ville. Ils laissent rien, toutes les provisions sont saccagées, contaminées. Et vraiment, les habitants de Hameln, la maréchaussée, le maire de la ville, en allemand, maire, ça se dit Bürgermeister, bourgmestre. C'est ça le vrai mot, normalement. Normalement, le vrai mot de la langue française, c'est pas maire, C'est pas maire, c'est c'est bourgmestre. bourgmestre, oui. Nos amis belges, suisses ou québécois Ils qu'on disent salue, encore, ouais. ils parlent, je trouve parfois ils parlent mieux français que nous. Ils parlent d'échevin aussi, ils disent pas conseiller municipal. C'est ça le vrai mot, c'est des termes plus beaux, je trouve. Donc, les autorités de Hameln ont tout fait pour lutter contre cette invasion de rats. Ils ont tout fait, rien n'y fait. Alors, le maire de Hameln va poser une affiche dans la ville et va promettre une récompense de 10 000 pièces d'or à quiconque réussira à lui débarrasser de ces rats. À ce moment-là, arrive un voyageur ambulant, un joueur de flûte, avec son sac à dos et qui voyage. hein, et il voit donc cette affiche, il voit cette annonce. Alors, il est intrigué, il se rend auprès du maire de Hameln et lui demande « Est-il vrai que vous promettez une récompense de 10 000 pièces d'or à quiconque vous aiderait à débarrasser ou à débarrasser carrément les rats de votre ville ?» Et le maire lui répond « Ah oui, absolument, parce que lui, il n'a qu'une envie, c'est que la ville retrouve sa quiétude, sa douceur de vivre. Oui, mais vraiment, 10 000 pièces d'or à celui qui arrive à me débarrasser de ces maudits rats. » Le gendarme de Hameln se retire, il sort de la mairie, donc il va dans la ville, et il sort sa flûte. Donc je rappelle le titre, c'est le genre de flûte de Hameln. Il commence à jouer de sa flûte, et tout d'un coup, les rats de la ville s'arrêtent. S'arrêtent de piller les provisions, arrêtent de courir partout dans la ville. Et tous les rats de la ville de Hameln vont derrière ce joueur. Donc le joueur de flûte joue de la flûte, il sort de la ville et emmène tous les rats de la ville, ça fait vraiment, il faut s'imaginer, une colonne immense, jusqu'à la rivière à l'orée de la ville, en dehors. Et il fait en sorte que tous les rats se retrouvent dans la rivière et meurent noyés. Fantastique. La ville de Hameln est sauvée des rats. Donc il retourne auprès du maire pour réclamer son dû, sa récompense. Et il va lui dire, il dit, bon, écoutez, j'ai sauvé votre ville, maintenant, à vous de tenir parole. Là, par contre, le maire, la nature humaine, la parole donnée, ça coûte cher. Il dit, non, mais écoutez, vous avez que joué de la flûte, c'est quoi ça? Moi, je pensais que vous ferez une expédition ou je ne sais quoi. Je ne vais pas vous donner 10 000 pièces d'or juste parce que comme ça, vous avez joué 3-4 notes dans une pauvre flûte misérable. Je ne vous donnerai que la moitié. Je ne vous donne que 5 000 pièces au lieu des 10 000 qui étaient promis.